Vers environ 8h30 heure locale, le jeudi 20 octobre 2011, un convoi d'environ 75 véhicules força le passage hors du district 2 de Sirte, en Libye, se dirigeant vers l'ouest le long de la route côtière. La Méditerranée s'étendait au nord sous un ciel d'automne dégagé. La fumée de 2 mois de bombardement flottait au-dessus des blocs résidentiels derrière eux, et les plateaux des pick-up vibraient sous le poids des mitrailleuses lourdes montées et des caisses de munitions empilées, tandis que la colonne accélérait sur la route ouverte. Le cadre que les 4000 mots suivants vont démolir est celui du brouillard. L'hypothèse confortable selon laquelle ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi est inconnaissable. Il ne l'est pas. La déclaration officielle de l'OTAN du 21 octobre 2011, republiée par l'Atlantic Council, fixe l'heure du premier engagement aérien à la minute près. L'enquête de terrain de Human Rights Watch dans le district 2 les 21 et 22 octobre a dénombré 53 corps et 14 véhicules détruits sur le site de la frappe. Le rapport de H. Erdba, Death of a Dictator, Bloody Vengeance in Sirte, publié le 16 octobre 2012, compte plus de 50 pages de reconstruction médico-légale. La commission d'enquête des Nations Unies sur la Libye a déposé son rapport final A/HRC/19/68 le 2 mars 2012. Le chef médecin légiste libyen, le docteur Othman Al-Zintani, a pratiqué l'autopsie aux alentours du 22 octobre 2011. La réalité granulaire figure dans le dossier public. Le 28 août 2011, Tripoli est tombée. Le 15 septembre, les forces du CNT se sont approchées de Sirte. Le 17 octobre, une frappe aérienne de l'OTAN a touché le convoi de Saïf al-Islam Kadhafi à Wadi Zamzam. À 8h le 20 octobre, l'assaut final du CNT contre le district 2 a commencé. 30 minutes plus tard, un vol de reconnaissance de la RAF et un drone américain Predator MQ ont repéré le convoi en fuite. Le Predator a tiré le premier Hellfire. Un Mirage 2000D français a largué une bombe GBU-12 guidée par laser. 11 véhicules ont été détruits en quelques secondes. Les survivants se sont dispersés vers une villa entourée de murs, puis de là dans un ponceau de drainage en béton sous la route côtière. Ce qui s'est passé dans les 72 heures qui se sont terminées à ce ponceau est l'une des morts violentes les mieux documentées d'un chef d'État au XXIe siècle. Et la raison pour laquelle aucun tribunal ne s'est prononcé à son sujet n'est pas l'absence de preuves, mais le poids politique des preuves qui existent. Sirte, la dernière enclave loyaliste sur la côte libyenne. Le 28 août 2011, le jour où Tripoli est tombé aux mains du Conseil national de transition, Mouammar Kadhafi et son cercle rapproché ont quitté discrètement la capitale en 2 convois. Mouammar est parti dans une direction. Mu'tasim Kadhafi, son 4e fils et son conseiller à la sécurité nationale, est parti dans une autre, vers l'est, en direction de Sirte, la ville côtière de naissance de son père, à 450 km de Tripoli. Mu'tasim commandait déjà le front oriental. Il commanderait désormais la défense de Sirte. À ce stade, l'architecture juridique s'était déjà refermée autour de la famille. Le 26 février 2011, 11 jours après le début du soulèvement, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 1970, imposant un embargo sur les armes et des sanctions, et renvoyant la situation en Libye devant la Cour pénale internationale. Le 17 mars, la résolution 1973 avait autorisé toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils et établi la zone d'exclusion aérienne. L'opération Unified Protector de l'OTAN avait commencé le 31 mars. Le 27 juin 2011, la chambre préliminaire de la CPI avait délivré des mandats d'arrêt. Affaire numéro ICC 0-1101-11 contre Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi et le chef du renseignement Abdullah Sanoussi pour crimes contre l'humanité. Les mandats étaient publics le jour où ils ont été délivrés. À la mi-septembre, Sirte était encerclée. Le 24 septembre, les forces du CNT venues de Misrata à l'ouest et de Benghazi à l'est se sont rejointes à la place Zafran, à environ 1 mile du centre-ville. Le siège a commencé. À l'intérieur du district 2, une grille résidentielle de villas basses en béton, la famille Kadhafi et leurs derniers loyalistes,
se déplaçaient entre des maisons abandonnées pour éviter ce que HRW décrirait plus tard comme des bombardements indiscriminés par les brigades encerclantes. Le CICR s'est retiré de l'hôpital central. La population civile qui restait était prise entre les combattants du régime dans les maisons et les brigades révolutionnaires aux abords. Voici ce que le dossier stratégique rendait clair avant même que ces 72 heures n'aient commencé. Kadhafi ne pouvait pas se rendre à une puissance étrangère. Le mandat de la CPI l'avait nommé personnellement et la résolution 1970 avait donné compétence à la Cour. Il ne pouvait pas fuir à l'étranger sans être arrêté. Il ne pouvait pas négocier. Le CNT avait publiquement rejeté les offres d'exil. Le désert du Sud était une option, mais chaque route goudronnée était surveillée depuis les airs. Le district encerclé était l'option qui restait parce que les autres lui avaient été fermés à La Haye, à New York et à Genève. Rien de cela n'était secret. Les résolutions étaient consultables. Les mandats étaient consultables. Les résumés quotidiens de situation de l'opération Unified Protector étaient publiés par le commandement de forces interarmées de l'OTAN à Naples et republiés par le bureau de presse de l'Alliance. Pourquoi ces 72 heures ont eu lieu n'est pas une question à la réponse cachée. La réponse avait été déposée avant que la question ne soit posée. Aux premières heures du 20 octobre, alors que les combattants du CNT s'apprêtaient à pénétrer dans les derniers blocs loyalistes du district 2, le cercle rapproché n'avait plus de rue. Muatassim a pris la décision. Le convoi s'est assemblé dans la demi-lumière, moteur en marche, réservoir rempli à partir de réserves siphonnées, le cercle rapproché montant dans les camions. L'ordre de Muatassim, le convoi de 75 véhicules. Muatassim Kadhafi avait 34 ans. Il avait passé le mois précédent à commander la défense de Sirte depuis l'intérieur de ses blocs résidentiels qui se réduisaient, dormant dans différentes maisons selon les nuits, déplaçant son père d'une adresse à l'autre pour éviter les bombardements. Le matin du 20 octobre, il a donné l'ordre de sortir par la force. Le convoi qui s'est formé dans le district 2, dans la demi-heure précédant 8h30, comptait, selon la reconstruction de terrain de Human Rights Watch, environ 50 véhicules lourdement armés. La propre déclaration de l'OTAN ce jour-là situait le chiffre à environ 75, ce qui suggère au moins 2 vagues quittant le district à grande vitesse. Parmi les passagers se trouvait Muatassim, son père, le chef de l'armée Abou Bakr Younis Jabre et Mansour Dao, chef de la garde du peuple du régime, qui survivrait plus tard et donnerait son récit aux enquêteurs de HRW en novembre et décembre 2011. Le plan, tel qu'il était, consistait à pousser vers l'ouest le long de la route côtière puis à bifurquer vers le sud dans le désert. Au-dessus d'eux, l'espace aérien avait été surveillé en continu pendant 7 mois. Un Tornado GR-4 de la RAF lors d'un passage de reconnaissance et un MQ, un Predator de l'United States Air Force orbitant au-dessus de Sirte, ont repéré la colonne se déplaçant vers l'ouest à grande vitesse. Un AWACS Air AFE-3D Sentry, en vol sur station, a coordonné la réponse. Vers 8h30, heure locale, le premier engagement a eu lieu. Le Predator a tiré un missile Hellfire. Un véhicule a été détruit. Le convoi perturbé s'est dispersé, a changé de direction. Environ 20 véhicules se sont regroupés et ont continué vers le sud-sud-ouest, plein ouest de Sirte, en direction d'un poste électrique situé à environ 2 milles à l'extérieur de la ville. La déclaration de l'OTAN du 21 octobre décrit clairement le second engagement. Un Mirage 2000D de l'armée de l'air française, guidé depuis un vol mixte qui comprenait un avion de reconnaissance Mirage F-1CR, a largué une bombe GBU-12 Paveway, 2 guidées par laser sur la colonne regroupée. 11 véhicules ont été détruits. Les munitions empilées sur les plateaux des camions ont commencé à exploser en détonations secondaires qui ont continué pendant des minutes après la frappe. Le temps total écoulé entre le premier Hellfire et la dernière détonation secondaire était, selon le résumé publié de l'OTAN, d'au plus 15 minutes. Le lendemain matin, 21 octobre, une équipe de Human Rights Watch dirigée par Peter Buchert et Sidney Quiram a atteint le site de la frappe. Ils ont dénombré 53 corps dans et autour de 14 véhicules détruits. 28 des morts étaient non identifiables pour les enquêteurs sur le terrain. Les explosions secondaires de munitions stockées sur les plateaux des camions avaient laissé les restes au-delà de toute identification visuelle.
25 portaient des blessures par éclat compatibles avec des munitions à explosion aérienne. Les corps à l'intérieur des camions au centre de l'explosion n'étaient plus reconnaissables comme des personnes individuelles. Parmi les morts sur le site se trouvaient Abou Bakr Younis Jabre. Mouammar Kadhafi, Mu'tasim Kadhafi et Mansour Dao n'y étaient pas. L'OTAN déclarerait plus tard qu'au moment de la frappe, l'Alliance ne savait pas que Kadhafi se trouvait dans le convoi. L'OTAN ne ciblait pas des individus. En vertu de la résolution 1973, elle ciblait des moyens militaires. La formule que l'Alliance a utilisée par la suite, tirée de sources ouvertes et du renseignement allié, était que la frappe avait probablement contribué à la capture et donc à la mort. La version officielle s'arrête là. Ce qui s'est passé dans les 30 minutes suivantes ne figure pas dans la déclaration de l'OTAN. Cela figure dans le rapport de HRW, dans le rapport final de la commission d'enquête de l'ONU et dans les enregistrements vidéo de téléphones portables qui seraient téléversés sur l'Internet ouvert dans les 24 heures. Les survivants du second engagement ont abandonné à pied la colonne en flammes. Kadhafi, Mu'tasim, Dao et un petit groupe de gardes du corps ont traversé un terrain découvert vers une enceinte de villa entourée de murs à environ 200 mètres de la route. À l'intérieur de l'enceinte, ils ont essuyé des tirs nourris de canons anti-aériens et de mortiers aux mains des milices. Ils n'y sont pas restés longtemps. Kadhafi a été aidé à traverser le terrain défoncé une deuxième fois, légèrement blessé par des éclats, et est entré dans un ponceau de drainage en béton qui passait sous la route côtière. Le ponceau était assez large pour que plusieurs hommes s'y accroupissent. Les murs étaient en béton coulé. De l'intérieur, les moteurs des pick-up des brigades de Misrata, se rapprochant de la position, étaient déjà audibles. Le ponceau de drainage est la question à laquelle aucune autopsie n'a répondu. Dans le ponceau en béton, sous l'autoroute côtière, à 2 miles à l'ouest de Sirte, Muammar Kadhafi attendait avec un petit groupe de gardes du corps, tandis que le bruit des véhicules qui approchaient devenait plus fort au-dessus d'eux. Le rapport final de la commission d'enquête de l'ONU, s'appuyant sur des témoignages de survivants recueillis dans les mois qui suivirent, décrit ce qui arriva ensuite dans un langage procédural simple. L'un des propres gardes du corps de Kadhafi lança une grenade en direction des combattants qui approchaient. La grenade ne franchit pas l'entrée du ponceau. Elle revint. Kadhafi fut blessé, pas mortellement, mais visiblement par des éclats provenant d'une grenade mal dirigée lancée par l'un de ses propres hommes. Des combattants de la brigade de Misrata arrivèrent à l'entrée du ponceau peu après. Parmi eux, selon son propre récit donné à Reuters ce jour-là, se trouvait un combattant nommé Mahmoud Bakir, qui décrivit l'un des hommes de Kadhafi sortant en agitant un fusil et en criant qu'il se rendait. Puis vinrent les mots qui fixèrent le moment dans le registre public. « Mon maître est ici », dit le garde du corps, selon le récit de Bakir. « Muammar Kadhafi est ici et il est blessé. » Les combattants entrèrent et le firent sortir. Kadhafi était vivant, il était conscient, il saignait d'une blessure à la tête. D'après le témoignage que Bakir donna ce jour-là, il avait déjà été touché à la jambe et au dos. D'autres combattants de Misrata présents ce matin-là ont été nommés dans des reportages ultérieurs. Omran Shahaban, qui serait lui-même capturé par des loyalistes de Kadhafi en 2012 et mourrait plus tard cette année-là de ses blessures, fut largement identifié dans les premiers récits comme faisant partie de ceux qui sortirent Kadhafi du ponceau. À partir du moment où Kadhafi fut soulevé hors du tuyau en béton, le registre devient un registre de caméras de téléphone portable. Plusieurs appareils, plusieurs angles enregistrèrent ce qui suivit dans les minutes suivantes. Kadhafi vivant au sol, Kadhafi vivant à l'arrière d'un pick-up, Kadhafi entouré de combattants, Kadhafi battu. Les images ont été décrites en détail par la commission d'enquête de l'ONU, par Human Rights Watch et par toutes les grandes agences de presse. Elles furent téléversées sur l'Internet ouvert dans les 24 heures. Il ne survécut pas au trajet jusqu'à Misrata. Au moment où le pick-up atteignit la ville côtière, il était mort. Le docteur Othman Al-Zintani, chef pathologiste médico-légal de la Libye, réalisa l'autopsie autour du 22 ou 23 octobre 2011. Dans une brève déclaration à la presse peu après, le docteur Al-Zintani dit que la cause de la mort était une blessure mortelle à la tête. Il n'a pas donné davantage de détails depuis. Le rapport d'autopsie n'a jamais été rendu public. Le rapport d'autopsie n'a jamais été remis aux Nations Unies.
La commission d'enquête de l'ONU sur la Libye, présidée par l'ancien juge de la Cour pénale internationale Philippe Kirsch, après le retrait de M. Cherif Bassiouni, demanda l'autopsie 3 fois. Elle ne fut pas fournie. Dans son rapport final du 2 mars 2012, la commission déclara que sans le rapport, elle ne pouvait pas confirmer la mort de Mouammar Kadhafi comme une exécution illégale et considérait qu'une enquête supplémentaire était nécessaire. Human Rights Watch, travaillant indépendamment dans le district 2 dans les jours qui suivirent, documenta quelque chose que le récit officiel initial du CNT n'abordait pas. Dans les 2 complexes de villas entourés de murs où Kadhafi et son cercle intérieur s'étaient brièvement abrités, les chercheurs de HRWW trouvèrent 6 dépouilles supplémentaires, 5 d'entre elles portant ce que le rapport décrivait comme des blessures, dans des circonstances qui indiquent des exécutions. Le 16 octobre 2012, le rapport de HRWW conclut que Kadhafi avait été mis à mort après sa capture, ce qui, notait le rapport, constituerait un crime de guerre au regard du droit international humanitaire. Ici, le second retournement entre dans le registre. Ce qui ressemble à une suppression est, à l'examen, quelque chose de différent. L'autopsie a été réalisée. L'enquête de l'ONU a été lancée. Le rapport de HRWW a été publié. L'entretien de Reuters avec Mahmoud Bekir est consultable dans les archives de l'agence. Les images vidéo de téléphones portables sont consultables sur toutes les grandes plateformes. Les noms des combattants suspects ont été soumis par HRWW au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans une annexe scellée au rapport de 2012. Rien de cela n'est caché. La raison pour laquelle personne n'a été poursuivi n'est pas que le dossier a été enterré. C'est qu'aucun gouvernement libyen depuis 2011 n'a eu la stabilité politique ni la volonté de poursuivre des combattants de la brigade de Misrata qui restent armés, organisés et intégrés à la coalition politique post-Kadhafi. Le rapport d'autopsie existe. La 3e demande de l'ONU à son sujet n'a jamais reçu de réponse. Mutassim à Misrata, la seconde mort du même après-midi. Le même après-midi du 20 octobre 2011, dans un lieu de détention quelque part à Misrata, Mutassim Kadhafi était assis contre un mur, vivant, buvant de l'eau dans une bouteille en plastique et fumant une cigarette. Il avait été capturé séparément de son père, dans ou près du même complexe de villas, durant la même heure brisée. Les photographies et vidéos prises de lui en détention furent distribuées dans les heures suivant leur réalisation. Elles circulèrent sur les agences de presse. Elles sont cataloguées dans les archives d'images de l'AP et de Reuters. Il parla à ses ravisseurs. Il était lucide. Il était blessé, mais stable. Le soir, il était mort. Aucune fusillade ne lui ôta la vie. Aucune blessure de combat ne referma le dossier. Il avait été vivant dans un bâtiment sous le contrôle des brigades de Misrata, puis il n'était plus vivant, et la chaîne de garde entre ces 2 États n'a jamais été établie de manière indépendante. Son corps, lorsqu'il fut photographié ensuite, portait des blessures incompatibles avec son état dans les images de captivité enregistrées plus tôt le même jour. La commission d'enquête de l'ONU, dans son rapport final du 2 mars 2012, consigna sa conclusion dans un langage qui ne laissait aucune place à l'interprétation. Les autorités libyennes n'avaient pas fourni l'accès à un rapport d'autopsie pour Mouammar Kadhafi. Elles n'avaient fourni aucune information du tout sur les circonstances de la mort de son fils Mutassim. Tous 2, déclara la commission, étaient morts sous la garde des forces anti-Kadhafi. Le 22 octobre, les corps de Mouammar Kadhafi, Mutassim Kadhafi et du chef de l'armée Abou Bakr Younis Jabre avaient été déplacés vers une installation commerciale de stockage frigorifique à Misrata. Ils furent exposés. Des membres du public furent admis pour voir les restes. L'exposition continua pendant 4 jours. Reuters, l'AP et la BBC photographièrent et filmèrent la file d'attente. Des chercheurs de HARV eurent accès à l'installation les 22 et 23 octobre et parlèrent avec le personnel présent. Le 23 octobre, le Conseil national de transition, sous la pression publique de gouvernements étrangers et d'organisations internationales, notamment le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, annonça la formation d'une commission d'enquête interne sur les morts. Cette commission n'a jamais publié de conclusion.
Le 25 octobre, Human Rights Watch écrivit officiellement au procureur général libyen et au ministère de la Justice à Tripoli, résumant les premières conclusions de terrain et demandant l'ouverture d'une enquête criminelle. La lettre est reproduite comme annexe au rapport Death of a Dictator. Elle reçut un accusé de réception. Elle ne reçut aucune enquête. La fonction politique de l'exposition de 4 jours a été décrite dans un langage mesuré par la commission d'enquête de l'ONU et par HRW. La présentation publique était une démonstration de victoire par les milices. La chaîne de garde médico-légale pendant ces 4 jours ne fut maintenue selon aucune norme qu'un tribunal accepterait. Le 25 octobre, les restes de Mouammar Kadhafi, Mutassim Kadhafi et Aboubakr Younis Djabre avaient été remis à des membres de la famille Kadhafi et enterrés, conformément à la pratique islamique, dans un lieu non divulgué du désert libyen. Le site exact n'a jamais été divulgué par la famille, ni par les autorités libyennes. Le transfert de garde d'une installation frigorifique de milice à un groupe funéraire familial privé, sans aucun protocole médico-légal appliqué à quelque étape que ce soit, fait lui-même partie du registre documenté. Au moment où les institutions internationales à Genève et à La Haye avaient commencé leur réponse procédurale, les preuves physiques, les restes eux-mêmes, étaient déjà hors de portée. La porte de l'installation frigorifique de Misrata se referma sur l'exposition de 4 jours. Le convoi transportant les restes roula vers le sud dans le désert. Dans les 72 heures suivant le premier Hellfire de l'OTAN au-dessus de la route côtière, chaque corps qui aurait pu être autopsié indépendamment par une équipe internationale avait soit été rendu à la famille, soit enterré sans protocole. Et le registre institutionnel commença à converger à Genève, à New York et à La Haye, vers un problème qui serait encore ouvert 15 ans plus tard. Ensuite, le rapport Bassiouni, l'autopsie d'Al-Zintani et le dossier ouvert. Le 2 mars 2012, la commission d'enquête des Nations Unies sur la Libye déposa son rapport final, A/HRC/19/68, auprès du Conseil des droits de l'homme à Genève. Monsieur Cherif Bassiouni, le juriste égypto-américain qui avait fondé le domaine du droit pénal international moderne et qui avait présidé la commission depuis sa création en février 2011, s'était retiré de la présidence à la fin de 2011 en partie à cause de désaccords sur la manière dont l'enquête devait se poursuivre. Philippe Kirsch, juriste canadien et président fondateur de la Cour pénale internationale, présenta le rapport final. Asma Kader, la commissaire jordanienne, se joignit à lui. Leur conclusion sur les morts de Mouammar et Mutassim Kadhafi fut formulée avec la précision de praticiens ayant lu chaque document primaire disponible pour eux. La commission ne pouvait classer aucune des 2 morts comme une exécution illégale sur la base des preuves que les autorités libyennes avaient accepté de partager. Elle recommanda une enquête supplémentaire. Le 16 octobre 2012, Human Rights Watch publia Death of a Dictator, Bloody Vengeance in Sirte. Peter Booker en fut l'auteur principal. Le rapport compte plus de 50 pages. Son annexe scellée, nommant des combattants et commandants individuels identifiés par des témoins comme présents lors des captures et des morts, fut transmise au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Cette liste scellée existe toujours. Aucun procureur n'a agi sur sa base. Le dossier institutionnel ne s'est pas refermé. La compétence de la CPI, en vertu de la résolution 1970, reste active. Le mandat d'arrêt visant Saïf al-Islam Kadhafi, capturé le 19 novembre 2011 par la milice alignée sur Zintan et détenu dans cette ville pendant des années, demeure inscrit au rôle de l'affaire ICC0-11-0-1/11. Il fut condamné à mort par contumace par un tribunal de Tripoli en 2015 dans une procédure distincte que la CP1 et les observateurs internationaux n'ont pas reconnue comme satisfaisant aux normes de procédure régulières. Les procédures n'ont pas produit de récit vérifiable et internationalement accepté des événements du 20 octobre 2011. La fragmentation politique de la Libye après 2011, la scission formelle en gouvernements rivaux après 2014, le rôle des brigades alignées sur Misrata au sein de l'administration de Tripoli internationalement reconnue, le conflit continu entre les autorités de Tripoli et celles de l'Est a signifié qu'aucun gouvernement libyen n'a eu l'autorité ininterrompue requise pour engager une poursuite nationale contre les combattants qui ont extrait Kadhafi du ponceau. Aucun n'a essayé.
Ici, la troisième révélation du registre public est bien visible. Le rapport de HRW est téléchargeable. Le rapport final de la commission d'enquête de l'ONU est téléchargeable. La résolution 1970 du Conseil de sécurité de l'ONU se trouve sur le site des Nations Unies. Les images vidéo de téléphone portable de la capture sont consultables sur toutes les grandes plateformes. L'entretien de Reuters avec Mahmoud Bakir se trouve dans les archives de l'une des plus grandes organisations de presse au monde. Les archives d'images de l'AP et de Reuters provenant de l'installation frigorifique de Misrata sont cataloguées et datées. Les noms des combattants suspects existent sur la liste scellée au HCDH à Genève. La raison pour laquelle cette affaire n'a pas avancé jusqu'à une salle d'audience n'est pas probatoire. Elle est politique. La preuve est publiée depuis 2012. Les institutions qui la détiennent fonctionnent toujours. Les documents sont toujours publics. Ce qui manque, c'est un État doté de l'autorité et de la volonté de poursuivre, et un tribunal ayant compétence sur les acteurs impliqués qui peuvent être amenés devant son banc. Le rapport d'autopsie d'Al-Zintani existe. Il fut réalisé autour du 22 octobre 2011 par le chef pathologiste médico-légal de la Libye. Son existence est confirmée par les propres déclarations du docteur Al-Zintani à la presse dans les jours suivant son achèvement. Ses conclusions furent résumées par lui à ce moment-là. Le rapport complet n'a pas été rendu public, n'a pas été remis à la commission d'enquête des Nations Unies et n'a pas, selon le registre public documenté, été lu par un juge dans quelque juridiction que ce soit en 15 ans. La réponse à la question de savoir qui a tué Mouammar Kadhafi et comment est, dans le registre public des 15 dernières années, une question avec un très grand nombre de témoins et aucun tribunal. L'ouverture à froid de ce récit plaçait le spectateur à 8h30, heure locale, le jeudi 20 octobre 2011, sur l'autoroute côtière à 2 miles à l'ouest de Sirte. Le registre peut placer le spectateur là. Le registre peut placer le spectateur dans le ponceau à 9h. Le registre peut placer le spectateur à l'arrière du pick-up, dans l'installation frigorifique de Misrata, dans les salles de réunion à Genève, où les commissaires de l'ONU envoyèrent leurs demandes d'autopsie et attendirent les réponses qui ne vinrent jamais. Le registre ne peut pas, à lui seul, produire un verdict. Cela exige un tribunal. Un tribunal exige un État. Un État exige une autorité ininterrompue pour engager une poursuite qui ne s'effondre pas le jour où elle commence. En Libye, dans les 15 années qui ont suivi, aucune autorité de ce type ne s'est maintenue continuellement. Le rapport d'autopsie a un auteur, une date et des conclusions connues. Il n'a pas été lu par un juge. C'est le verdict non rendu le plus documenté de l'histoire moderne de la mort d'un chef d'État. Ce contenu est destiné uniquement à des fins éducatives et de réflexion historique. Pour une citation académique, veuillez consulter les sources archivistiques primaires référencées.